Bonjour tout le monde, mon nom est Dr Justin Baillargeon et je suis Docteur VR. Je vous invite à vous inscrire à mon podcast pour rester informé des nouveaux épisodes et autres nouvelles dès leur publication. Cliquez sur le bouton d'inscription sur la chaîne Docteur VR ainsi que sur l'icône de la cloche juste à côté pour recevoir des notifications. Je vous invite également à me suivre sur ma page Instagram @DrVRPodcast. Je vous invite donc également à me suivre dans ce 27e épisode où j'ai la chance de recevoir Gwenaël François, qui est auteur, réalisateur et producteur français. Il écrit et réalise des projets de fiction, des expériences numériques interactives et produit également des œuvres innovantes grâce à la société Skill Lab qui est basée au Luxembourg. Et l'une de ses œuvres, l'une de ses dernières œuvres, sa dernière œuvre, Autos Planet, qui est un court-métrage en réalité virtuelle et mixte, a été récompensé pour le prix spécial du jury de la section Venice Immersive lors de la 81e Mostra de Venise en septembre dernier. Gwenaël, bienvenue chez Dr. VR. Bonjour, merci beaucoup pour l'accueil. Mais Enchanté l'honneur est de pour, faire très très heureux de faire partie de cette émission avec toi. tout l'honneur est pour moi. On va commencer. Parle-nous tout d'abord de ton parcours en tant qu'artiste multidisciplinaire de l'industrie de la XR. Tu as travaillé dans plusieurs disciplines, du cinéma à la XR, la VR. Comment ces différentes expériences-là ont nourri ton approche actuelle? Euh, oui, bah effectivement, moi, enfin, je pense que comme beaucoup de créateurs de la XR, on vient tous un peu d'un background qui est un peu différent. En l'occurrence, je connais beaucoup de personnes en fait qui viennent du live action, ce qui est mon cas. Euh, j'ai travaillé dans plusieurs chaînes de télévision en fait il y a quelques années de cela. Bon, ça commence à faire longtemps, c'était il y a bien presque 20 ans maintenant. Euh, Disons que je suis formé à l'image réelle, mais j'ai toujours une sensibilité aussi en fait pour des médias différents. J'ai beaucoup fait de motion design à une époque et j'aime toujours ça en fait, qui est en soi un travail d'animation et entre l'animation et le graphisme en fait, qui me plaît beaucoup. J'ai aussi une assez forte sensibilité en tant que gamer en fait aux jeux vidéo, donc du coup en fait c'est encore un média qui m'intéresse aussi énormément. Et à un moment dans mon début de carrière, en fait, on a créé une société avec mon associé actuel qui s'appelle Julien Becker. C'est une société de production qui s'appelle donc Skill Lab, qui est basée donc à Luxembourg. Euh, dans les premières années, donc maintenant ça fait déjà presque 15 ans. Et au tout début, en fait, on a fait beaucoup de projets commerciaux, on a fait des spots publicitaires, donc on a fait un petit peu de fiction, on a fait quelques courts-métrages. Euh, et en fait, notre objectif a toujours été en fait de faire des projets qui soient des projets artistiques. Euh, Au départ, donc comme je te le disais, beaucoup de projets en fait qui étaient plutôt commerciaux, et puis en fait, on essaie de s'en éloigner de plus en plus aujourd'hui et de produire en fait du contenu plus personnel et plus intéressant en fait globalement. Et puis en fait, à un moment dans cette réflexion de création sont venues les expériences immersives qu'on a trouvé avec mon associé extrêmement intéressant parce qu'en fait, c'est toujours des nouveaux médias et les nouveaux médias nous intéressent. On a un peu des geeks aussi, alors du coup, on s'y est très rapidement intéressé. Et ce qui s'est passé, c'est que au début, venant du live action, en fait, venant de l'image et en fait, étant des vrais amoureux en fait de la belle image, on avait envie, on aurait souhaité en fait se lancer dans les expériences immersives et dans la VR en produisant ce genre de contenu, mais malheureusement, en fait, tout ce qu'on voyait n'était pas très convaincant en fait visuellement, puisque à cette époque-là, on avait beaucoup de rigs cinématographiques qui étaient faits avec des caméras un peu bas de gamme, style GoPro, et du coup, c'était une image qui nous intéressait vraiment, vraiment pas. Euh, et du coup, on n'a jamais passé le pas en fait de créer ce genre de choses. Par contre, on a vu des super projets d'animation. Et du coup, là, on s'est dit, ah ouais, mais non, mais en fait, moi, c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait que je me suis plutôt dirigé vers l'animation et le, et la sig en fait, qui donne une profondeur qui est quand même capitale, j'ai l'impression. En tout cas, vraiment indispensable. C'est comme ça que je me suis retrouvé à faire de la XR. Je t'ai fait un truc assez large, là, du coup. Assez large, mais ce que j'ai remarqué au fil du temps avec toutes les entrevues que j'ai faites, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui partent du cinéma, hein, de la prise de vue réelle, puis qui se dirigent vers la XR. Je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. Et je me questionne toujours sur ce petit moment spécial. Ce petit moment-là où on se rend compte que, hey, il y a quelque chose de différent qui se passe avec la VR ou la XR
que je ne peux pas nécessairement répliquer avec la prise de vue réelle. Quelle a été l'expérience ou le projet qui a marqué un tournant décisif dans ton parcours? Moi, ce qui m'a vraiment, le projet unique, vraiment qui m'a mis une claque, c'était Ardent Way. Hmm. Ardent Way, c'était vraiment, et en plus, finalement, si tu regardes bien, Autosplanet, il ressemble un petit peu parce qu'en fait, c'est aussi des petits personnages. Il y a aussi une espèce de micro-univers. Et quand j'ai vu ce projet-là, je me suis dit, ouais, mais ça, c'est vraiment fantastique. C'est ça que j'ai envie de voir, de vivre, de ressentir, etc. C'était tellement bien écrit, tellement bien. J'avais l'impression de voir un film d'animation comme on les voit au cinéma, mais avec un truc en plus incroyable, quoi. On était complètement avec les personnages et c'était assez fantastique. Ça, c'était vraiment le déclic, en fait. C'est ce qui m'a dit, bon, c'est ça que j'ai envie de faire. Ça y est, c'est le moment où on lâche tout. C'est le moment où on se tourne vers quelque chose de nouveau, un nouveau médium. Et on devient fou. La même chose a été pour moi. Moi, je viens du cinéma, je viens de l'image en mouvement, je viens de tout ça, mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est toujours le lien qu'a la corporéité dans la relation du corps à l'image, ce qu'on ne retrouve pas vraiment avec le cinéma. On s'assoit, on regarde, on absorbe les images, mais avec la VR, comme tu dis, le Six Duff, hein, on plonge dans l'image, on contrôle l'image, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans Autos Planet. Mais avant de brûler les étapes, je veux commencer par Errance. Errance, qui est une œuvre Mhm. que j'ai trouvée particulièrement puissante et très immersive, que j'ai eu la chance de découvrir au Festival Five Arts à Toronto l'an dernier. Pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, c'est une expérience en réalité virtuelle dans laquelle le spectateur explore une planète désertique à bord d'un véhicule futuriste. Les paysages sont magnifiques, sont majestueux, qui sont peu à peu dégradés par l'exploitation des ressources naturelles et ça m'a particulièrement marqué. Je ne sais pas si c'est notre planète Terre, c'est une autre planète qu'on aurait colonisée dans le futur, par exemple. Mais on va en reparler, mais c'est une expérience qui est sans dialogue, qui est portée par des images et une musique qui rappelle les vidéoclips. Qu'est-ce qui t'a incité à créer cette œuvre? Bah déjà, cette œuvre, elle est arrivée dans un moment un peu particulier parce qu'en fait, j'avais commencé à écrire Auto's Planet déjà il y a presque 5 ans. Ah ouais. Et en fait, on a mis un certain temps avant de réussir à financer l'œuvre, à mettre tout ça en place, à trouver les bons coproducteurs et tout. Et à un moment, je me suis dit, ouais, il y a quand même, j'aimerais bien faire un autre petit projet avant, parce que je savais que ça allait prendre un peu de temps, en fait, et je me suis dit, je vais essayer d'initier un petit projet. Et, et j'avais déjà fait quelques clips avec des amis localement, mais on fait plutôt, comme toujours, avec du live action et des choses comme ça, ou éventuellement un peu de motion design. Mais j'avais en tête un ami, en fait, qui est musicien, qui m'a dit, ah, si un jour t'as un projet, enfin, si t'as envie, on pourrait peut-être faire une sorte de clip ensemble, quoi. Et j'ai repensé à ça et en fait vu l'univers en fait qu'il propose au niveau musical en fait qui est très c'est de la synthwave on appelle ça. Mhm, Enfin, et donc c'est un univers un peu qui fait un peu années 80 qui fait un peu enfin qui est enfin, je trouve personnellement je trouve ça très évocateur. mhm. Je Ça lui ai rappelle un peu proposé Daft Punk, j'ai trouvé. Ça rappelle un peu Daft Punk, un musique petit peu aussi électronique. bien Ouais. sûr et donc je lui ai proposé de faire un projet mais en fait ce qui était intéressant c'est que je voulais qu'on fasse un projet en commun en fait. Je voulais pas faire un clip ou une musique vidéo où le morceau existerait déjà. Donc j'avais très envie d'une vraie co-création en fait finalement où on créerait des visuels mais il y aurait de la musique qui irait avec et du coup en fait où on pourrait travailler de commun quoi, d'une manière assez riche et c'est ce qui s'est passé Mhm. et j'étais assez satisfait en fait de ça quoi. Absolument. J'ai été vraiment, foudroyé par le côté visuel parce que, bon, c'était l'année dernière, mais on se dit: «Bon, les graphiques, tout ça, à l'époque, sont quand même assez bien». Mais, j'ai été frappé par le côté, photoréaliste et le truc, en fait, qu'on est dans un véhicule futuriste, comme on était sur un train, par exemple et ce qui nous est permis de faire, c'est de regarder autour de nous et d'être témoin de cette dégradation-là. Et d'où ce thème de dégradation, de colonisation, par exemple, d'une planète ou de quelque chose qu'on aurait éventuellement détruit à cause de notre fin hein, d'exploiter nos ressources. D'où ça vient tout ça? Ce qu'il y a d'étrange en fait, c'est que on est plutôt parti en fait d'une idée technique au départ, enfin d'une pulsion qui n'était pas forcément le fondement dont tu parles. OK. Mais ça c'est quelque chose en fait qu'on a décidé de créer en fait parce qu'on a envie de donner, on voulait donner du sens à ce qu'on était en train de fabriquer et du coup on s'est dit ah oui mais en fait c'est ça qui c'est comme si on s'était lentement orienté vers cette direction-là en fait. C'est de manière en fait créative on avait besoin de créer
une sorte de narration dans le chemin en fait qui se passe tout simplement. Et cette narration en fait nous a amené vers une sorte de destruction en fait, puisque j'avais eu quelques images en tête que j'avais envie de créer et qui me paraissaient intéressantes visuellement. Et les ayant mis en fait bout à bout en fait ces passages en fait qui jouaient sur l'espace, qui jouaient sur le côté un peu restreint où il y a des moments où il y a des couleurs que j'avais envie Mhm. de voir et d'entendre, mais j'avais surtout en fait une idée de libération finale ou une sorte de d'envol en fait finalement. C'est ce qui se passe à la fin de l'expérience. Bon bah tant pis, je spoil pour ceux qui l'ont pas encore vu. Mais avec tout ça, avec tous ces éléments en fait, on s'est mis à créer en fait de la musique qui correspondait à ces différentes images, ces différents thèmes. Et après, on a voulu leur donner une structure en fait mentale en fait, en parlant du projet, en commençant à l'écrire aussi au niveau musical. Finalement, cette idée, elle s'est imposée quoi, tu vois, parce qu'il y avait une sorte de, on voyait bien qu'à la fin, il y avait une libération par rapport à quelque chose, et on avait senti qu'il fallait que ça se dégrade, donc, tout simplement. Et donc, du coup, en fait, la dégradation de cette planète faisait complètement sens, quoi. Et c'est là C'est cette idée en fait s'est imposée en fait par le biais de la création finalement. C'est marrant. c'est vraiment intéressant. On a parlé un petit peu plus tôt de comment est né Skill Lab, hein, que vous dirigez, digères avec, que tu diriges Je digère aussi. aussi, oui, avec Julien Becker. Et donc, qui semble s'imposer, selon moi, comme un auteur clé de la production européenne de la VR, de la XR. J'aimerais savoir quelles sont vos motivations, toi et Julien, en matière de production, hein. Qu'est-ce qui vous motive à produire des expériences XR, mais qui ont une toute autre saveur différente de ce qu'on peut voir actuellement? Alors, je sais pas si on a une saveur qui est différente, mais en tout cas, on y va souvent avec le cœur, tout simplement. C'est des Mhm. choses, on essaie de fabriquer des choses qu'on a envie de voir, donc du coup, je pense qu'il y a une partie de nos goûts, en fait, qui est visible, tout simplement. Absolument. Euh, Après, par rapport à Skilab, en fait, on a conservé conservé une envie de création multiple, c'est-à-dire qu'en fait, de mon côté, je me concentre beaucoup, en fait, sur la création de projets immersifs autant en tant que réalisateur, mais aussi en tant que producteur, parce qu'on coproduit des œuvres avec d'autres réalisateurs qui peuvent venir de l'extérieur, Mhm. d'Europe ou éventuellement du Canada. Enfin, on est ouvert à tout. Mais il y a aussi en fait une envie qui persiste de créer de la fiction et du cinéma traditionnel. En fait, et ça, on en a toujours envie. On continue d'y travailler, quoi. Évidemment, le chemin, ce chemin-là est un peu plus et il est différent, il prend plus de temps aussi parce qu'en fait le monde du cinéma ne nous attend pas. C'est pas que le monde de la XR nous attend, mais vu que c'est nouveau, en fait les liens sont plus faciles à créer et du coup en fait trouver des gens avec qui collaborer, c'est beaucoup plus simple, Absolument. c'est un univers qui est toujours malgré le fait que c'est déjà 6, 8 ou 10 ans en fait pour certains, ça reste un milieu qui est naissant, jeune, en pleine émulsion et du coup il y a plein de choses à faire quoi et plein de gens à rencontrer, ce qui est plus dur dans le cinéma traditionnel. Absolument. Et tu viens d'ailleurs de remporter le prix spécial du jury à la Mostra de Venise avec Autos Planet. Toutes mes félicitations. Merci. C'est absolument magnifique. C'est un prix qui est un accomplissement important selon moi dans un médium en pleine ébullition, comme tu viens de le dire toi-même. Comment est-ce que tu as vécu cette reconnaissance il y a maintenant un mois et demi? Je l'ai reçu d'une façon complètement, comment dire, folle, parce que, étant donné que c'est déjà mon premier projet, enfin, c'est le premier C'est vrai. projet que j'ai réellement initié, donc je Mhm. l'ai imaginé il y a très longtemps, et moi je m'imaginais simplement, ce qui est marrant avec cette histoire, c'est qu'en fait, au début, je voulais faire vraiment un tout petit truc, et je voulais rester à Luxembourg pour le faire, vraiment. Et je me suis dit, ouais, mais je vais faire un petit truc sympa, on va pouvoir le faire ici, et puis finalement, non, parce que le projet, il a une nécessité, en fait, de coproduction, de trouver des partenaires qui sont capables de le faire. Donc le projet il a grossi. Puis après on a eu comment dire il y a des moments où ça s'est pas passé exactement comme on voulait parce qu'on aurait bien voulu travailler avec des personnes dans un pays, ça n'a pas fonctionné, etc. Enfin tout ce que je veux dire c'est qu'en fait au départ c'était un tout petit projet, il a grossi, il a grossi, il a grossi. Et le fait de le voir abouti sélectionné dans un festival comme celui de Venise, c'était déjà extraordinaire, tout simplement. Je m'attendais Absolument. absolument pas à être sélectionné à Venise et faire partie selon moi, le plus beau festival dédié à l'immersif au monde. C'était déjà incroyable. Et c'était déjà une victoire pour moi, clairement.
Alors Absolument. gagner, mais c'était complètement fou. C'était ok, super, magnifique, dingue. Enfin, c'est vraiment dingue. C'était vraiment dingue. Et Ah oui, donc on a suivi. je sais pas si j'aurais la chance de revivre un truc comme ça une autre fois dans ma vie, mais c'était complètement fou, enfin, fou quoi. On a suivi ça partout ici, c'était annoncé dans les médias, au Québec, au Canada, partout, c'était super. Ici, surtout, on l'avait reçu vraiment, très, très bien parce que, bon, ça a été, coproduit par, une boîte qui vient de Montréal, DPT, Mhm, on va parler un petit bien peu plus sûr. tard. Donc, ça a été vraiment tout un impact, et quelque chose que, je me rappelle avoir vécu pour dire: «OK, c'est quand même le début de quelque chose», comme tu dis, hein, d'un médium en pleine ébullition, en pleine effervescence, ça commence. Là, maintenant, on voit que les grands festivals du monde accueillent, l'immersif dans leurs compétitions, officielles, donc c'est vraiment quelque chose de spécial et je suis vraiment très heureux que tu l'aies gagné. Merci, merci. Pas de quoi. Justement, peux-tu nous en dire plus sur, Autos Planet et les thèmes qu'il aborde? Pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, Autos Planet raconte l'histoire d'un personnage qui doit protéger sa petite planète d'un envahisseur. Le récit aborde des thèmes profonds comme la colonisation, l'immigration, la protection des territoires autochtones. Ici, il y a quelques années, lors de la présidence de Donald Trump, il y a quelques années, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a Donald Trump qui voulait ériger un mur qui allait séparer le Mexique des États-Unis. Mais c'est de la Euh, gravité du mur, hein. ben absolument, moi c'est pas loin de chez moi, hein. Les États-Unis, c'est Euh, tout juste à côté, donc bien ici on en sûr. entendait parler tout complètement tous les jours. Mhm. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait wow, ok, ça me rappelle quelque chose de très familier. Aussi, je voulais savoir quelles étaient tes intentions avec ce projet-là et aussi pourquoi avoir opté pour un. Ben, on va d'abord commencer par là. Quelles étaient tes intentions avec le projet? Bah disons qu'en termes d'écriture, ça, comme beaucoup de projets en fait, ça a évolué, ça a beaucoup évolué. Il y a une Mhm, toute première version en fait qui avait été du scénario qui avait été écrite, qui était un peu plus manichéenne en fait, où du coup en fait, vu que c'était, comme je te le disais, c'était une histoire assez petite et mignonne, on va dire, et du coup ça me paraissait, j'en avais fait une histoire qui était finalement assez simple. J'avais imaginé mhm. un personnage, un autre, puis voilà, ils se rencontraient, il y avait un mur, puis ça s'arrêtait à peu près là quoi, un peu de choses près quoi. Mais à un moment, en fait, si tu veux, pour nourrir l'histoire, j'ai eu une sorte de déclic et je me suis dit non, ça, j'avais besoin de surprendre en fait finalement le spectateur. Et dans ce but-là, comment savoir comment est venue l'idée, c'est un peu dur à dire, mais en fait, je me suis dit qu'il fallait qu'il se passe quelque chose d'un peu tragique en fait pour qu'il y ait une sorte de rupture au moment en termes de narration. Et ce qui a fait qu'en fait cette histoire a un peu évolué et qu'elle est devenue un peu plus complexe et un peu moins finalement manichéenne et un peu plus intéressante, quoi. Absolument, surtout la finale que j'ai adorée. Je ne vais pas la spoiler, évidemment, mais c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir, que j'ai trouvé très, très beau, très, très touchant. On parlait d'errance un petit peu plus tard, en début d'entrevue, hein, le behind the scenes, juste avant qu'on commence, j'ai justement parlé de la façon dont Autos Planet me rappelait Errance, dans le sens où c'est deux planètes qui sont colonisées par des envahisseurs et ou qui sont, dans ce cas-là, nous-mêmes. Et dans le cas d'Autos Planet, c'est quelqu'un qui vient d'une autre planète ou qui vient d'ailleurs, dont on ne sait pas. Et donc, on remarque la dégradation de la planète. Hein. Dans Autos Planet, bon, c'est la faune, par exemple, hein, des choses qui se passent. Et dans Errance, ben, on voit toute la dégradation qui arrive. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette petite friction entre les deux œuvres que j'ai remarquées? Euh, Bah en soi, moi j'avais pas créé du tout de parallèle parce que les méthodes de création en fait des deux œuvres étaient complètement différentes, même si Mhm. étonnamment en fait, comme tu le dis, il y a des liens. Euh, Donc, c'est un peu un thème sous-jacent, on dirait, dans tes deux œuvres en réalité virtuelle. Quelque chose qui anime peut-être ta création que j'apprécie beaucoup. oui, bah là, il va falloir que je m'allonge sur un divan pour savoir d'où ça vient, mais mais effectivement, mais ce qui est marrant, c'est que c'est pas forcément dans les deux œuvres en fait, c'était pas forcément comment dire un leitmotiv de base en me disant je vais écrire sur ce sujet parce qu'il me tient extrêmement à cœur. C'est c'est le processus créatif qui m'a amené vers un thème finalement. Dans le cas d'Errance, c'est euh, c'est la façon de le fabriquer en fait qui m'a amené là. Mhm. Euh, et sur Autos Planet, c'était comment dire, c'était aussi un peu l'envie de cette technique qui m'a amené à raconter une histoire.
j'imaginais quelque chose avec des petits personnages. Ces petits personnages, je les ai vus sur une petite planète, sans doute parce que comme tout le monde, j'ai lu Le Petit Prince et puis du coup, en fait, je me dis mais ça doit marcher Tout à trop fait. bien. Ça va, c'est sûr que ça va marcher en réalité virtuelle. Et puis il y avait Mhm. déjà d'autres projets en fait qui avaient un peu abordé ça comme Allumette, comme c'était pas Allumette, c'est The Rosen Eye en fait qui avait aussi où il y avait aussi une petite planète. Enfin, je veux dire, j'imagine que tout ça a créé un espèce de melting pot où je me suis dit bah c'est ça qu'il faut que j'écrive. Et et finalement en fait des thèmes qui sont plutôt qui vont parler en fait de colonisation ou qui vont parler de éventuellement d'écologie ou de choses comme ça. En fait, c'est des choses qui sont un peu ancrées en moi, mais qui ressurgissent en fait par moments de manière un peu ponctuelle, quoi. Absolument, je trouve juste que c'est des œuvres qui sont profondément humaines. Hein, on fait que parler, en fait, de l'humain, dans le fond, parce qu'on est au centre de l'expérience dans Errance et on regarde ce qu'on a fait, en fait. Clairement. Et dans Autos Planet, on voit ce que les humains se font entre eux et ce qui arrive, ce qui s'ensuit par après. Donc, je trouve que c'est des œuvres profondément humaines et j'apprécie beaucoup ça. Euh, Pourquoi avoir opté pour un format où, dans Autos Planet, pourquoi avoir opté pour un format où le spectateur devient un spectateur, hein, qui peut faire tourner la planète pour suivre l'action sous différents angles? Ah, dans ce cas précis, c'était encore une fois pour permettre une immersion supplémentaire. euh, En étant un simple spectateur, je pense que l'histoire aurait pu évidemment fonctionner, Mhm, mais le fait de d'inclure le spectateur dans cette histoire, déjà dans un premier temps, en faisant tourner la planète, il se retrouve avec une certaine proximité qui est presque tactile, en fait, tout simplement avec l'univers. Du coup, ça lui appartient un peu, quoi. Et, ouais, puis on n'utilise pas les commandes, on n'utilise pas les et, manettes et le fait, de MetaQuest, c'est par oui, hand bien tracking. sûr, le fait d'utiliser les mains est encore plus naturel et donc plus tangible et plus proche, en fait, de nous, tout simplement. Absolument. Ça, c'est la première chose et du coup, bah, évidemment, c'était une volonté d'immersion, mais aussi de raconter une histoire un peu différemment parce qu'en fait, c'était un petit peu la possibilité de pouvoir aller voir un peu partout autour de la planète, juste avec 2 doigts en la faisant tourner, c'est quand même assez, ludique et intéressant au niveau de l'interactivité, c'est vraiment super intéressant. Et après Absolument. dans un second temps, en fait, il y a aussi des petits moments, enfin, dans l'histoire, alors c'est une histoire qui est linéaire, mais malgré tout, en fait, l'utilisateur intervient de temps en temps pour, au début, par exemple, réveiller Otto qui est en train de dormir, ou à un moment prendre un fruit pour lui donner. Et donc du coup là, on devient un peu complice. Enfin, on devient Mhm, un peu, on, on sait pas trop en fait. C'est la position de l'utilisateur est un peu, à la fois un peu déique, mais aussi en même temps un peu grand frère ou voilà quoi. Et donc du coup évidemment ça crée une proximité folle avec ce petit personnage qui est devant nous. En plus du côté qui est un peu mignon, parce qu'évidemment, revoir un personnage de cette taille-là devant nous, il y a toujours quelque chose d'extrêmement attachant qui fonctionne un peu comme un Toy Story où on voit les jouets qui se mhm. mettent à vivre, un peu comme un... Ben voilà, Gulliver, je me sentais comme Gulliver et les Lilliputiens, moi. Hein? voilà. Et donc du coup, Ouais, tout ça permet tout simplement de l'immersion supplémentaire en fait dans, dans l'univers, tout simplement. absolument. Je me suis senti comme un peu un metteur en scène. Je me suis senti comme un peu un dieu, hein, qui contrôle la vue dans laquelle je souhaite voir l'histoire parce qu'on, hein, on pince l'écran, on pince la planète et on peut la faire pivoter et on peut prendre l'angle qu'on veut pour pouvoir suivre l'histoire. C'est vraiment super bien fait. C'est, comment je pourrais dire, ça me rappelle un peu l'approche narrative et technique, rappelle un peu celle des jeux vidéo, parce que tu as dit que tu étais un gamer, que j'en suis un également. Mm. Ça me rappelle celle des jeux vidéo comme Super Mario ou Max Mustard, hein, des jeux en plateforme, où Mm. l'expérience donne aux spectateurs une position omnisciente, hein, presque comme un dieu qui peut observer la planète sous tous les angles, au lieu de suivre une vue à la première personne, plus typique en réalité virtuelle. Donc, pourquoi avoir choisi cette perspective unique-là? Et penses-tu qu'il existe différentes façons de créer et de vivre des expériences en VR selon le point de vue adopté? En l'occurrence, pour ce projet-là, je vais absolument pas imaginer d'une autre façon parce que pour moi, c'était évident qu'il fallait que ça soit raconté sous cette forme-là, et les œuvres que j'avais vues, qui m'avaient énormément plu, comme je te le disais, c'était Arden's Wake, mais Ouais. évidemment Gloomy Eyes ou The Line, ces choses-là, en fait, c'est tout simplement saisissante parce qu'il y a ce côté un peu mignon des personnages, donc cette échelle me paraissait complètement adéquate, en fait, pour l'œuvre. Mais par contre, en fait, évidemment, je trouve que c'est incroyable et je ne me soustrais pas, en fait, à la possibilité dans le futur d'utiliser
la première personne, ou alors d'autres points de vue en fait pour raconter une histoire, parce que on a des possibilités qui sont incroyables en termes de narration, de ce qu'il est possible de faire en réalité virtuelle ou en réalité augmentée en ayant des choix de mise en scène, de cadre, d'échelle qui sont complètement phénoménales. Et moi, en soi, je suis vraiment même très impatient de pouvoir en profiter, enfin, de pouvoir exploiter ces choses-là pour jouer avec des autres façons de raconter des histoires. Donc, ça me paraît un outil, enfin, de multiples outils à utiliser et à explorer qui vont être vraiment fascinants, quoi. Et tu l'as dit toi-même, jouer, c'est vraiment une expérience qui est très, très ludique. Parce que si on n'est pas impliqué physiquement avec l'histoire, hein, c'est faire pivoter la planète, prendre un angle différent ou interagir, comme tu dis, donner un fruit à Otto, il n'y a rien qui va arriver, hein. On est comme les... ouais, comme j'ai dit, c'est comme vraiment comme une approche vraiment très typique jeu vidéo, en fait. On déclenche les choses et on fait en sorte que ça arrive et c'est vraiment très... c'est très satisfaisant comme expérience. D'un point de vue esthétique, c'est une œuvre qui présente une esthétique qui est bien plus proche de l'animation, qui rappelle les styles de Pixar ou DreamWorks, par exemple, qui est bien différente de celle d'Errance. J'aimerais savoir parce que, bon, tu as collaboré avec DPT, qui est basé dans mon Montréal natal, Mhm. Small Creative en France. J'aimerais savoir si, donc, comment ces collaborations ont enrichi l'approche ou ont influencé le travail sur Autos Planet. Euh, Sur Autos Planet, il y a une grosse partie en fait de la direction artistique qui a aussi été permise grâce au studio avec qui on travaille, qui est basé à Luxembourg, qui s'appelle Zalt. OK. Zalt, c'est un studio d'animation traditionnelle et du coup, il y a des talents sur place qui sont vraiment sublimes et et il y a une partie de leur ADN qui est aussi visible en fait dans le projet tout simplement, c'est que moi, évidemment, j'avais quelques envies, donc du coup, j'ai donné des directions, mais le retour que j'ai eu, c'est une grosse partie de ce qui a été créé en fait chez nos amis de chez Zalt. Et en fait, dans le processus créatif, il y a énormément de choses qui se sont passées en simultané, parce qu'en fait, on avait aussi des gens qui nous faisaient des images en fait chez DPT, ce qui a permis aussi encore de nourrir l'univers. Et donc, du coup, en fait, c'est une espèce de juxtaposition de multiples idées et d'approches visuelles qui se sont percutées à plein de moments pour naître, pour hériter de l'aspect visuel actuel, quoi. Après, d'un autre côté, moi, je suis aussi quelqu'un je suis un amoureux de la direction artistique et de la des directeurs photo, en fait, dans le cinéma traditionnel. Donc, je suis extrêmement sensible à la façon dont la lumière et les couleurs, nourrissent un univers. Et Absolument. donc, c'est aussi un peu, moi qui ai poussé dans certaines directions ou en me disant, peut-être, je me suis permis de créer un univers qui était finalement extrêmement sombre, alors que du coup, vu le thème, beaucoup lisaient l'histoire en disant que c'était un truc très enfantin, etc. Et moi, j'ai volontairement voulu noircir tout ça. Ah oui. Enfin, en tout cas, Mmh. donner du contraste visuel. Et, euh, et ça me paraissait important même pour le thème, parce que finalement, le thème n'est pas, une fois qu'on voit l'expérience globale, elle n'est pas si ludique et si drôle que ça. Et Non, donc, absolument. et donc, du coup, en fait, la direction artistique avait aussi besoin de contraste d'une certaine densité visuelle, quoi. Et je crois que l'esthétisme des personnages, apporte beaucoup à l'identification qu'on a avec les personnages et comme tu as dit tout à l'heure, cette approche un peu grand frère, hein, de s'occuper des petites personnes, d'être comme un espèce de dieu créateur ou quelqu'un qui surveille comme un bird's eye, hein, dans position bird's eye, position omnisciente, comme j'ai dit plus tôt, là. Et donc, moi, ça facilite l'identification et l'attachement vers ces personnages-là, mais en même temps, en un peu montrant une autre facette, comme tu dis, en venant noircir, assombrir plutôt l'histoire, euh, on essaie de prendre encore plus soin de Otto et de son petit animal de compagnie que Mhm. j'adore, en soit dit en passant, Skippy. là. Skippy est magnifique. Et donc, voilà, c'est ça. Et je vais explorer un petit peu plus. Encore une fois, je parlais de position omnisciente, position à la première personne qu'on a d'habitude l'impression de vivre en réalité virtuelle. Est-ce qu'il existe, selon toi, comment je pourrais dire, une position idéale pour la réalité virtuelle ou est-ce qu'il y en a que tu as envie d'explorer et que tu n'as pas encore eu la chance de faire?
Parce que quand on pense à la réalité virtuelle, on se met un casque sur la tête, on est en 6DOF, hein, on regarde autour de nous à la première personne. Et là, j'ai vraiment pris une claque avec Autos Planet. J'ai vraiment vécu quelque chose comme wow, ok, je suis pas au, hein, je suis pas Auto, ou je suis pas Skippy, ou je suis pas l'envahisseur. Je suis vraiment, je vois le truc de loin. Et c'était vraiment différent et ça m'a apporté une autre facette à la réalité virtuelle. J'aimerais juste qu'on développe un peu plus sur ça et entendre ton point de vue. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que finalement, cette approche de la troisième personne, c'est ce qui se passe souvent dans le cinéma. Dans le cinéma, on est assez rarement à la première personne finalement. En Et donc, du coup, observateur. raconter une histoire en étant à la troisième personne et en se projetant à la place des autres, c'est une sorte d'empathie en fait naturelle qui fait qu'on se met à la place, on se met à la place des personnages. Quand on regarde un film, on s'identifie toujours au personnage principal, alors qu'on n'a pas forcément, on n'est pas pendant 1 heure et demie ou 2 heures à la première personne à sa place. Donc du coup, pour moi, c'est exactement le même, c'est exactement le même procédé et les codes sont aussi les mêmes, sont un peu les codes du cinéma. On va apporter cette proximité d'une part avec l'interaction parce que ça aide, mais tout le reste, c'est le jeu de l'acteur, c'est sa voix, c'est la musique qui va nous donner des intentions, etc. de qui va nous faire ressentir et nous faire vivre en fait l'expérience au plus proche du personnage. Donc du coup, oui, j'ai l'impression qu'il y a une approche assez traditionnelle du cinéma finalement en étant à la troisième personne. Absolument. Et super narration aussi, que je tiens à souligner. Je l'ai vécu en français. L'Autoplanète est disponible en anglais, en français, mais la narration en français est magnifique. J'ai beaucoup aimé. Rebondir sur ce que tu as dit, tu m'as parlé un peu de la façon dont on voit les choses d'un point de vue cinématographique, l'identification, tout ça. Et tu viens du cinéma, évidemment. En quoi la mise en scène en VR diffère-t-elle du cinéma ou de l'animation traditionnelle? Est-ce que c'est vraiment si différent ou est-ce que c'est une approche... est-ce qu'on doit toujours se raccrocher au cinéma quand on crée en VR? Hein? Non, parce qu'en fait, la chance qu'on a en VR, c'est qu'en fait, le média, il est tellement large on peut s'approcher du cinéma, on peut évidemment s'approcher du théâtre, on peut évidemment s'approcher si on veut faire de la comédie musicale, on peut en faire aussi. On pourrait Mhm. faire de la bande dessinée si on le souhaitait. Enfin, je veux dire, c'est un média qui est tellement large, on pourrait y faire énormément de choses. En l'occurrence, si tu regardes bien, finalement, Tous Planète, je disais qu'il y avait plein de codes du cinéma, mais ça reste un plan séquence, et donc c'est plus du théâtre. En fait, Ah on oui? regarde une pièce de théâtre, enfin, finalement, c'est un théâtre de marionnettes, même, mais c'est du théâtre, Mhm. tout simplement. Parce qu'en fait, du début à la fin, il n'y a pas de coupure. Ça n'est que une seule unité de temps, ce qui permet aussi encore plus de proximité la plupart du temps, c'est ce qui se fait dans le cinéma. Absolument. Mais du coup, ça y est, je suis en train de me perdre dans ce que je voulais raconter. Euh, Non, mais c'est tourné en un plan séquence, c'est comme du voilà, théâtre un peu, voilà. exactement. Donc le fait que ça soit un plan séquence et que ce soit un peu théâtral permet encore une fois de d'écrire d'une certaine façon. Euh, Après, toutes les autres possibilités sont tellement vastes et que j'ai pas encore eu la chance de les exploiter. J'ai vraiment très très envie de le faire aujourd'hui, quoi. Par exemple, dans mon prochain projet, je peux déjà éventuellement en parler si ça t'intéresse. Ça allait venir. Pardon, je voudrais pas aller trop Oui. vite, Non, 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 pas de mais je problème. me pose énormément de questions en fait sur les choix de mise en scène que je vais faire en fait pour la suite. Et parce qu'en fait, dans un premier temps, j'ai écrit la prochaine œuvre que je suis en train de faire qui s'appelle Tachychronie. Mhm. Je l'ai écrit à la première personne, mais de plus en plus, je suis en train de me dire, je peux pas faire que ça à la première personne parce que ça ne fonctionnera pas, ou parce que ça va peut-être un peu restreindre le truc, et puis que j'ai encore aussi des images en tête qui sont plus cinématographiques et qui sont de l'ordre du plan, entre guillemets. Ah, Je me dis, mais d'accord. non, ça, il faut le voir de l'extérieur parce que ça marche beaucoup mieux, quoi. Et donc, du coup, en fait, il y a encore c'est des choses sur lesquelles j'ai vraiment envie de travailler, tout simplement, quoi. Il y en a qui se posent encore beaucoup la question si la réalité virtuelle va survivre. Honnêtement, moi, je vois que la réalité virtuelle est en pleine explosion, hein. Ça fait, à peine 10 ans que c'est commencé depuis, l'apparition du Oculus Rift en 2014. Bon, ça fait 10 ans, bon 11, 12 ans, même pas. Hem Et là, des fois, bon, il y a des festivals qui sont un peu, comment je pourrais dire, frileux à l'idée d'inclure des œuvres en XR dans leur festival. Je pense à notre festival de Toronto ici. C'est toujours pas arrivé. C'est arrivé pendant un court moment, ils ont laissé tomber et on a heureusement Five Arts qui a célébré son 10e anniversaire cette année. Mais
je me dis, et je te pose à toi en tant que créateur qui a navigué un peu hein, de la prise de vue réelle, la réalité virtuelle, est-ce que tu crois que se débarrasser du terme cinéma, cinématographique quand on parle de la création en réalité virtuelle pourrait aider l'épanouissement du médium afin que ça devienne sa propre entité, son propre médium à lui seul? Bah, en termes de création, je pense pas qu'on doive, enfin, je pense pas qu'on doive oublier le cinéma parce que de toute façon, ça restera un des médias tellement puissants en fait qui pourra continuer de nourrir en fait la façon de créer en fait en réalité virtuelle, mais ou en réalité augmentée. Mais c'est simplement en Mhm. fait que le média sur lequel on travaille, qui est immersif, qui est nouveau, il peut aller piocher dans tellement de domaines différents que qu'il va de toute façon en fait il va de toute façon avoir des nouveaux codes, de nouvelles façons d'écrire, des nouvelles façons de le vivre, qui seront de toute façon différentes du cinéma, même il fera toujours un petit peu écho à cela. Parce qu'il va aller piocher un peu dans le théâtre, il va aller piocher un peu peut-être dans la bande dessinée, il va peut-être aller piocher dans la danse ou dans plein d'autres formes d'art, d'expression d'art différentes, quoi. Donc, on n'oubliera jamais la façon dont on a raconter des histoires, mais c'est simplement qu'on va le raconter avec des choses un petit peu nouvelles qui vont mélanger un petit peu tout ça. Absolument. Je me rappelle de l'entrevue que j'ai fait avec Matthew Celia, qui a été producteur pour The Faceless Lady, la première série télé pour MetaQuest, qui est sortie il y a quelques mois. On avait discuté justement en quoi la grammaire cinématographique évolue avec la réalité virtuelle. J'ai mentionné d'ailleurs la disparition de la fameuse règle à 180 degrés. Hein, quand on a un dialogue entre des personnages qui se regardent, en réalité virtuelle, ça disparaît. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens en tant que créateur, comme une libération des contraintes cinématographiques, ou c'est vraiment quelque chose que tu approches complètement différemment? Bah, c'est simplement qu'il y a certains codes qui ne fonctionnent absolument pas, quoi. Parce que justement, la règle des Mhm. 180 degrés ou le champ contre champ, il y a des cinéastes qui ont essayé de le faire en VR et je trouve ça un peu ridicule, quoi, tout simplement. Donc j'ai l'impression que ça fonctionne pas, quoi. Si les deux personnages sont devant nous, laissons-les se parler et puis regardons le personnage qu'on a envie de regarder. Mais j'ai l'impression que c'est la façon la plus simple de le faire. Mais finalement, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre de la grammaire et de l'écriture de la réalité virtuelle. Même s'il y a plein de gens qui ont déjà réussi à faire des choses incroyables et qui ont très bien compris comment ça fonctionnait. Il y a des créateurs sur Quill, en fait, qui ont créé des histoires qui sont folles, qui fonctionnent très très bien, je pense à Battlescar aussi, par exemple. Battlescar, en fait, je trouve Ah que ouais. il y a un mélange d'un peu tout ce qu'on connaît au niveau cinématographique ou au niveau film d'animation, mais avec un tel niveau de telle richesse d'idées, de mise en scène qui est sublime, quoi. Parce qu'on se permet tout, dans ce projet-là, on se permet des changements d'échelle, on se permet une sorte d'insert visuel avec des éléments qui apparaissent dans l'espace, on se permet euh, non, il y a beaucoup de choses à faire qui- qu'on a déjà vu dans certains projets comme ceux-là, mais je pense qu'il y a encore il faut continuer de gratter. Je pense qu'il y a encore plein de choses à voir, quoi, et à faire. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Tu as mentionné un petit peu plus tôt le début, pas le début, mais tu travailles actuellement sur Tachychronie, hein, ta nouvelle expérience en réalité virtuelle qui est prévue pour 2025, si je ne me trompe pas. C'est un projet qui semble adopter une esthétique plus proche de l'animé Mhm. japonais, hein, qui est complètement différente de ce que tu as fait depuis Errance, Autos Planet. Est-ce que tu préfères adapter le style tu préfères adapter le style visuel à chaque projet que tu fais, ou est-ce que c'est plutôt l'histoire qui dicte l'esthétique à adopter? Bah, je pense que c'est l'histoire qui me pousse à aller vers une direction ou vers une autre. Ce projet-là est encore plus ancré. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, il existe depuis très très longtemps. Au départ, c'était même un court-métrage que je voulais faire. Mais à Ah, financer intéressant. en tant que court-métrage, c'était complètement dingue et du coup, ça n'a jamais eu lieu. Mais j'ai conservé cette idée, en fait, que je trouvais vraiment riche et qui est un peu plus personnelle, on va dire. Et, en y retravaillant, j'avais très envie de le porter en réalité virtuelle parce que le média me plaît et je sais qu'il y avait plein de choses à y faire, quoi. Et en y réfléchissant, en fait, ça paraissait presque une évidence que ce style animé japonais correspondait très bien parce que c'est une sorte de fable, c'est une histoire d'amour, donc ça fait penser à certains animés japonais, en fait, qui portent ça d'une manière un peu plus poétique et très jolie. Et du coup,
Oui, effectivement, je pense que c'est l'histoire en fait qui nous a amené vers ce style-là qui collait très bien et puis qui, je pense, devrait très bien fonctionner à la fin, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du projet, l'approche technique, l'histoire, tout ça? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour Tachychronie? L'histoire, c'est l'histoire de Léo qui est touché en fait à l'âge de ses 8 ans, il a un accident et on découvre qu'il a une maladie qui est la tachychronie et la tachychronie, c'est le temps qui dépasse, qui défile plus vite pour lui que pour les autres. Et donc avec cette espèce de Voilà. maladie, ça crée une différence pour lui. Donc il se retrouve confronté à un monde un peu qui va bien trop vite pour lui. Et le jour de son anniversaire de ses 9 ans, sa mère lui offre un appareil photo et l'appareil photo lui permet de figer les moments auxquels il n'a pas accès. Euh, mais aussi en fait d'une autre façon de prendre des images qui peuvent montrer au monde en fait ce que lui il voit quoi. Et donc c'est l'histoire d'un décalage en fait finalement de l'enfance ou de l'adolescence, mais c'est aussi l'histoire un peu plus tard de sa première rencontre amoureuse et de la façon dont il a du mal à accéder au monde et donc du coup et à accéder à la personne, la fille du bus qu'il a, qu'il a vue et qu'il a envie de rencontrer. C'est vraiment intéressant. La fille du bus, c'est toujours la fille du Disons la bus. fille du bus. Et encore une fois, je remarque une œuvre profondément humaine. Je suis pas surpris. C'est quelque chose une thématique que je retrouve dans l'œuvre de Gwenaël François, que j'apprécie beaucoup. Et l'approche de la réalité virtuelle avec l'histoire. En quoi la réalité virtuelle euh, t'aide à, évidemment, sortir de ce carcan que tu as dit, tu as tenté de le faire en court métrage. Et là, tu veux le faire en réalité virtuelle. Qu'est-ce que la réalité virtuelle t'approche particulièrement pour ce projet-là? Moi, je trouve ça super excitant parce qu'encore une fois, je vais pouvoir expérimenter avec des choses que je n'ai pas forcément faites. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a il y a mille façons de raconter des histoires, mais c'est toujours très intéressant d'aller fouiller. Euh, comment je vais raconter ce passage-là, en fait, qui va paraître plus riche si jamais effectivement je le vis à la première personne. Quand Léo est au bord de la route avec son appareil photo, est-ce qu'on a envie de voir ce que Léo fait? Alors, est-ce qu'on veut le voir à la première personne comme lui il le perçoit? Ou peut-être qu'à un moment, on a envie de le voir aussi en fait en train de marcher comme une limace, alors que tout le monde vit normalement, alors que lui avance à une vitesse extrêmement lente. Et donc, c'est toutes ces choses-là en fait qui m'intéressent de en termes de recherche visuelle, en termes de narration et en termes de grammaire, ça c'est vraiment un truc que je trouve vraiment fascinant et à explorer. Absolument. J'ai très hâte de voir ça. Quel est ton visiocasque de prédilection et pourquoi? Le marché, évidemment, est en pleine expansion avec des modèles comme le MetaQuest, le Apple Vision Pro, PlayStation VR, HTC Vive, etc. Quel casque privilégies-tu pour tes projets? Lequel est ton préféré? Euh, à l'heure actuelle, comme beaucoup, j'ai eu la chance de travailler beaucoup avec les casques de chez Meta, donc le Quest 2, Quest 3, qui fonctionne très bien, qui est un super casque. Enfin, le Quest 3, en l'occurrence, il est quand même plutôt performant, léger, et du coup, en fait, on pourrait dire que c'est un casque de prédilection, mais Absolument. j'ai la chance de pouvoir travailler aussi avec le Apple Vision Pro et ce casque est complètement hallucinant de technologie et de richesse visuelle. Et quiconque a essayé ce casque se rend compte des possibilités actuelles ou futures en fait du média et c'est quand même aussi quelque chose qui est assez fascinant. Je trouve ça hyper intéressant de voir comment Apple qui a mis, comme toujours, du temps à arriver, produit un casque qui vaut une fortune, mais qui est quand même malgré tout saisissant en fait de qualité visuelle et d'expérience. Alors malheureusement, on n'a pas le chance de voir beaucoup de choses pour le moment, mais j'ai l'impression comme à chaque fois avec les produits Apple, si je l'ai, je deviens un représentant parce que je montre ça à mes amis et puis qui sont tous bluffés par l'expérience des dinosaures qui est géniale. Je leur Ah, montre ouais, ouais. le petit trailer en fait avec les vidéos immersives qui durent 4 minutes où on en prend plein les yeux et du coup les gens ils disent mais c'est pas possible, je suis au milieu du terrain de foot où je vois des montgolfières et enfin il y a un effet waouh qui est quand même indéniable et du coup
Du coup, oui, c'est quand même assez facilement. Enfin, ce casque-là est assez fascinant et de voir la façon dont Apple en fait approche ce média-là est aussi super intéressante parce que d'abord ils nous vendent comme Apple Spatial Computing en nous disant que c'est un Mhm. ordinateur. Ok, très bien. Et donc du coup, en fait, ils nous proposent une vision un peu différente de la chose. Et Et n'utilise jamais le terme bien réalité sûr que non. virtuelle. Et ni intelligence artificielle d'ailleurs. Absolument. Euh, et mais ce qui m'intéresse aussi, c'est la façon dont ils s'approchent, enfin comment ils s'attellent aux médias cinéma et ce qu'ils ont produit en fait comme film, qui était d'abord des documentaires. Et le tout dernier en fait là, qui est Submerged, là vraiment m'intéresse énormément Oui, parce que oui, je l'ai venant du vu. live action, tout à coup je me dis ah là j'ai peut-être envie de retourner aller faire des images avec des vraies caméras pour pouvoir me sentir immergé en fait dans cet univers-là. Parce qu'en fait il y a quelque chose en plus qui se passe. On avait vu des films, on avait déjà vu des films à 360, stéréoscopiques, etc. Mais là, tout à coup, avec ce Absolument. niveau de qualité et cette façon de capter les choses, il y a quelque chose de très intéressant qui se produit, en fait, qui est à la fois un retour du film 3D, mais un peu différemment parce que c'est 180% de notre enfin 180 degrés de notre champ de vision. Et, euh, Mhm. et encore une fois, Je c'est, trouve que... pardon, excuse-moi, mais euh, il y a encore pardon, les non, non. codes du cinéma qui sont présents, mais pas exactement de la même façon. Et c'est Mhm. intéressant de voir comment ce réalisateur, en fait, qui est un grand cinéaste, en fait, s'est accaparé le média. C'est qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas trop aimé la façon dont il a réalisé, mais moi, je trouve ça très intéressant parce que du coup, il a repris des éléments dans la façon de raconter les histoires du cinéma traditionnel, mais en s'adaptant malgré tout à ce média qui est nouveau. Je trouve ça super riche et encore une fois assez stimulant de se dire, ok, il y a des nouvelles caméras qui vont arriver, il y a des nouveaux, et il y a encore quelque chose à faire qui est de l'ordre de la cinématographie, mais augmenté, enfin plus riche quoi. Absolument. Et je trouve que la stéréoscopie prend tout son sens en réalité virtuelle. La dernière fois que j'ai trouvé que la réalité virtuelle, que la stéréoscopie, pardon, était belle, c'était pour Avatar Bien 1 et sûr. 2. À part sur IMAX 3D, évidemment, là, c'est hallucinant. En 2029, j'en ai eu plein les yeux. En 2029, en 2009, pardon. J'en avais eu plein les yeux. Et puis là, j'en avais pas vu depuis. Après, il y a eu le deuxième Avatar qui est sorti. Mais quand je mets mon casque de réalité virtuelle, je retrouve cet effet que je recherchais depuis longtemps. Et c'est là que je trouve que ça prend tout son sens. Et peut-être qu'on va voir justement la résurrection des films en Clairement. stéréoscopique avec la réalité virtuelle. Gwenaël, je me pose la question, selon toi, qu'est-ce qui définit une expérience VR ou XR réussie? Hum, qu'est-ce que c'est compliqué. J'ai l'impression que Mhm. C'est pour ça que je la pose. je pense qu'il faut réussir à tous les. Bah, en fait, c'est un peu bête, mais j'ai l'impression que il faut réussir à toucher les gens. Mais du coup, on les touche d'une manière un peu Mhm. différente quand on fait de l'immersif. On va les toucher peut-être d'une manière un peu plus profonde parfois, bizarrement. Enfin, bizarrement peut-être pas, mais on peut les toucher un peu différemment ou plus on va à l'intérieur en fait des gens. C'est pas Mhm. les gens vont dans une expérience, mais on va aussi un peu à l'intérieur des gens finalement. C'est beaucoup plus viscéral en fait. C'est ça que je me dis. Et donc le fait Absolument. que ça soit plus viscéral, que ça soit viscéral, ça produit une immersion et un effet qui est plus fort. Et, euh, et je pense que c'est ça qu'on cherche en fait finalement. Enfin, ou ce qui me paraît le plus juste. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Toi qui es basé au Luxembourg, comment est le marché de la VR, de la XR au Luxembourg? En termes de production, on a la chance d'avoir le Film Fond qui nous soutient très bien au Luxembourg. Je pense qu'on est parmi les pays qui sont les mieux soutenus parce qu'en fait, il y a une vraie envie de la part du fonds en fait de mettre en avant ces productions-là, de les soutenir, de les montrer. Donc du coup, je pense que avec rares sont les pays, je pense au monde en fait où on a une telle énergie, une telle dynamique, une telle envie. Mais je constate en fait que c'est un peu la même chose qui se passe au Canada mais aussi à- au Québec. Et donc du coup en Mhm. fait le fait d'avoir un projet comme Autosplanet qui est justement majoritairement entre le Luxembourg et le Canada, c'est quand même assez incroyable. Mais aussi la France qui est aussi un des pays les plus
les plus dynamiques en fait en termes de création. Je me rends compte que j'ai énormément de chance de pouvoir faire un projet avec ces pays-là. C'est quand même une chance phénoménale. Absolument. Si tu avais carte blanche, quelle serait ton expérience, XR ou VR rêvée? Waouh. Je l'ai pas encore écrite, mais je vais le faire. Euh, J'ai très hâte de je ne l'avoir. sais pas du tout. Quelle question folle. Ah ouais. Euh, je pense que moi, en tant que spectateur, je pense que j'ai très envie de voir des projets qui sont plus longs. Ça commence à Ah ouais. arriver doucement, en fait. On a Gundam, en fait, qui vient d'arriver, qui est le premier long métrage d'animation qui est fait par les gens de chez Atlas. Je trouve ça super intéressant qu'on s'attaque à des formats qui sont de plus en plus longs. Et je trouve ça Mmh. vraiment fascinant de voir qu'on peut comment s'écrire sur la longueur en fait parce que jusqu'à présent on avait beaucoup de projets et je pense que c'est ce qui se passait dans les festivals. On avait des projets qui faisaient on va dire qu'il y a 6 ou 8 ans il y avait il y avait des projets qui faisaient 5 ou 10 minutes. Ensuite les projets en faisaient 20 et aujourd'hui en fait on a tous les projets qui font le minimum 30 minutes quoi. Et donc du coup en fait tout doucement on se rend compte que les projets s'allongent et je trouve ça super intéressant de voir comment ce média évolue sur la longueur. Donc, je pense que mon projet rêvé sera probablement un projet plus ambitieux et plus long, quoi. Ça fait du sens parce que quand on regarde l'histoire du cinéma, on a commencé, avec des Mhm. courts-métrages, hein, puis ça a graduellement évolué vers le moyen, puis vers le long. Donc, d'un point de vue historique, tout ça fait sens, évidemment. Donc, tes projets à venir, Tachychronie, est-ce que tu as autre chose aussi qui est, en train de bouillir? Non, pour le moment, disons que on a eu pas mal de travail à finaliser Autos Planet, et puis du coup maintenant on est aussi dans la tournée des festivals. Donc du coup en fait il fait encore partie du travail entre guillemets, mais même si c'est pas du Bien tout le sûr. même, mais Euh, le travail sur Tachychronie, il a été initié il y a quelque temps, mais je continue de travailler dessus. Et à côté de ça, j'ai des petites idées, mais c'est vraiment complètement nouveau, émergent, naissant, et je peux pas encore en parler. Où est-ce que nos auditeurs, peuvent te suivre? Ils peuvent me suivre sur Facebook, sur Instagram, qui sont les médias traditionnels, et sur LinkedIn, moi personnellement. Et Mmh. évidemment ils peuvent suivre aussi les activités de ma société qui s'appelle Skill Lab. Et donc du coup, sur tous ces réseaux-là, nous sommes visibles et puis on poste régulièrement des choses, donc on peut nous retrouver là-bas. Merci beaucoup, Gwenaël, d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Je trouve que ton parcours et tes projets sont une véritable source d'inspiration pour tous ceux et celles qui s'intéressent à l'avenir de la XR et la VR en général. Encore une fois, félicitations pour ce prix merveilleux que tu as eu la Mostra de Venise pour Autos Planet. J'invite nos auditeurs à suivre Gwenaël, comme il l'a mentionné, et à découvrir ses œuvres qui sont magnifiques. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode Docteur VR. Merci, Merci beaucoup Gwenaël. pour l'accueil.